Voilà, on est avec notre frère Hassan, ils vont nous parler un peu. Aujourd'hui, ici, il y avait un débat sur son livre. Voilà, donc je suis venu présenter mon livre qui s'appelle Entre deux rives, Belgique, Maroc, histoire parallèle, destin croisé. Alors l'histoire de ce livre, c'est un livre qui est né, la réflexion autour de ce livre, elle est née en même temps que les commémorations des 60 ans de l'accord bilatéral de main-d'œuvre. Et j'ai voulu essayer, parce qu'on maintenant commence à connaître plutôt bien l'histoire de l'immigration marocaine du XXe siècle et du début du XXIe siècle, et je me suis posé la question de savoir s'il y avait eu des contacts entre la Belgique et le Maroc dans l'histoire. Et alors j'ai commencé à creuser et puis à me documenter. Alors il y a des choses qui sont bien connues sur les entreprises de Léopold II au Maroc au XIXe siècle. Léopold II a passé presque 40 ans de sa vie à essayer de développer une activité qui aurait pu conduire à développer une colonie au Maroc. C'est un espoir qui a été contrarié parce que la France y a mis un terme, mais il y a évidemment beaucoup de choses qui sont méconnues de la mémoire collective en Belgique, et je ne me suis pas limité au XIXe siècle, je suis remonté à la préhistoire. Et notamment suite à la découverte, des découvertes scientifiques récentes. D'abord, la découverte du plus vieil Homo sapiens au Maroc, l'homme de Djebel Irhoud, et puis la découverte qui a été faite par le prix Nobel de médecine 2022, un chercheur suédois qui a montré que l'homme de Néandertal, qui est l'homme qui vivait dans nos régions jusqu'à 40 000 ans avant notre ère, eh bien, il s'est hybridé avec l'homme de Djebel Irhoud, avec l'Homo sapiens. Donc, ce qui veut dire que l'espace qui constitue la Belgique actuelle et l'espace du Maroc actuel est un espace de circulation depuis des temps immémoriaux. Simplement, on est héritier d'une connaissance historique qui est incomplète, et donc mon objectif ça a été de travailler à partir des histoires parallèles et de regarder tous ces moments de contact, d'essayer de les documenter. Et il y en a beaucoup, il y en a dans l'Antiquité, il y en a du temps du Moyen-Âge, avec par exemple Charlemagne qui est l'empereur l'empereur carolingien, qui était, on sait qu'il était en guerre avec des royaumes musulmans d'Espagne. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il était en guerre avec les Omeyyades, mais qu'il était en alliance avec les Abbassides, et que c'est cette alliance qui existait pendant cette période qui va donner lieu à énormément d'échanges intellectuels à partir de l'établissement des armées arabes et de l'islam en Afrique du Nord. Il y a des grands développements, et notamment le Maroc devient un centre intellectuel très important avec l'université Al-Qarawiyyin de Fès, où vont venir se former des érudits belges. Nicolas Kleinhardt, c'est un louvaniste qui vient étudier au Maroc, mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et donc ces circulations des marchands, des intellectuels, des savants, des circulations des militaires aussi parfois, eh bien j'ai essayé de les rassembler dans un livre. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de points de contact. Alors, il y a des choses très intéressantes à redécouvrir. Et mon objectif, c'est de dire non seulement que nous avons un espace commun qui a été un espace de circulation, mais c'est aussi dire que finalement, si on regarde l'histoire en retirant les œillères qui ont été produites par le 19e, eh bien, nous ne sommes pas si étrangers les uns aux autres entre l'Afrique du Nord et le nord-ouest de l'Europe. Et où est-ce qu'on peut trouver vos livres? Alors le livre, il est édité dans une maison d'édition belge à Casablanca. Et donc c'est une édition un peu luxueuse qui est uniquement pour le moment disponible au Maroc, mais on en a fait remonter quelques exemplaires, et donc il faut contacter l'auteur, me contacter pour avoir des copies de l'ouvrage, hassan.moussetin@uliège.be. On espère l'année prochaine avoir une édition belge, qui sera une édition un peu moins documentée sur le plan photographique, parce qu'ici on a une édition qui est vraiment une édition très illustrée avec beaucoup de photos, et donc on espère pour l'année prochaine avoir une version dans les librairies en Belgique. Merci. Cet instrument que vous voyez là, qui est un peu l'ancêtre du boulier compteur, qui est la bac. Et Gerbert d'Aurillac demande à être formé à ces techniques qu'il découvre. Et quand on veut se former à l'époque, et Gerbert d'Aurillac, c'est la fin des années 900, donc c'est la fin du Xe siècle. Et à l'époque, où est-ce qu'on va se former? À l'université Al-Qarawiyyin de Fès. Et Gerbert d'Aurillac part à Fès pour se former, et il entretient une relation constante avec un de ses amis, qui est le prince évêque le plus célèbre de la principauté de Liège, Nodje.
y a une correspondance entre les deux. Et Lodge, qui à l'époque essaie de développer les écoles ecclésiastiques à Liège, donc essayer de développer un pôle intellectuel, il va s'intéresser aux découvertes scientifiques. Et lorsque Gerbert d'Aurillac revient en France, grâce à l'aide des souverains allemands qui sont les protecteurs de la principauté de Liège, Gerbert d'Aurillac va devenir le premier pape français de l'histoire. Premier pape français de l'histoire, Sylvestre II. On a élu un nouveau pape cette année. Eh bien, voilà Gerbert d'Aurillac, homme formé aux sciences techniques au Maroc, qui a été celui qui a amené tous ces savoirs dans le nord-ouest de l'Europe à travers les princes évêques de Liège et à travers toute une série d'autres canons. Un autre personnage qui est intéressant, c'est un louvaniste. Un peu plus tard, on est à la fin du XIVe siècle, un louvaniste qui est un savant spécialiste des langues orientales et qui, lui, va également aller se former, il va aller étudier la religion musulmane et la langue arabe à l'université de Qarawiyyin. Donc un personnage dont vous retrouvez, parce que toutes ces traces de l'histoire, on en a aussi des manifestations et des représentations dans l'espace public. Kleinhardt, si vous allez sur la grande place de Diest, vous verrez la statue de Kleinhardt. Et donc c'est un des témoins de ces circulations. Des témoins des circulations, ça a été des circulations d'intellectuels, comme les deux que je viens de citer, de religieux, de militaires, de travailleurs aussi dans les années plus récentes. Et donc tout cela montre des circulations extrêmement importantes et très souvent méconnues. Allez, encore une petite évocation, celle-ci elle est particulièrement savoureuse ou pas, ça dépend de quel point de vue on se met. Alors, ici, on est sur la question de Ceuta, je le dis en arabe, du point de vue européen on dira Ceuta. Ceuta est tombée entre les mains portugaises au XIVe siècle. Et elle reste portugaise jusqu'à l'alliance des couronnes d'Espagne et du Portugal au XVe siècle, et puis elle devient possession purement espagnole par la suite. Le Maroc et les sultans du Maroc, les sultans de l'Empire chérifien, sont très mal à l'aise de cette situation, et ils vont tenter à plusieurs reprises de reprendre la ville. Et en particulier, il va y avoir un blocus de la ville entre 1694 et 1721, et ce blocus va être un des plus longs blocus de l'histoire. Pendant 26 ans, il va y avoir un blocus pour récupérer la ville, pour essayer d'encercler les forces espagnoles qui sont dans la ville de Ceuta. Et lorsque le grand sultan de l'histoire du Maroc, Moulay Ismaïl, est sur le point de reprendre le contrôle de Ceuta, arrivent des troupes au service de la couronne d'Espagne, qui sont les gardes wallonnes. Les gardes wallonnes, avec à leur tête un namurois, arrivent à Ceuta et se mettent au travail, et c'est leur intervention qui est décisive pour rejeter le blocus de Ceuta. Et Ceuta, aujourd'hui encore, est une ville espagnole, malgré d'autres tentatives par les descendants de Moulay Ismaïl de reprendre la ville. Donc les gardes wallonnes qui vont rester pendant plusieurs siècles au service de la couronne d'Espagne. Donc voilà des gens originaires de ces contrées qui jouent un rôle dont l'impact est encore mesurable aujourd'hui dans la vie internationale. Alors voilà, maintenant j'en arrive à Léopold II et son discours ici même au Sénat. C'est un discours qui vaut la peine d'être encore lu aujourd'hui parce que c'est révélateur d'un temps très particulier. Léopold II hérite d'une situation par son père qui est une situation plutôt favorable. Alors, en 1862, la Belgique a pu obtenir des sultans du Maroc la signature d'un traité de commerce et de navigation. Alors ce traité de commerce et de navigation, c'est le résultat de pressions très intenses qui ont été faites par les puissances européennes qui voulaient étendre leur marché. On est dans le 19e siècle, où l'Europe est très offensive, et la Belgique l'obtient parce que la Grande-Bretagne l'a obtenu, l'Angleterre a obtenu un accord similaire